D'où nous vient ce désir de recueillir des objets, de les accumuler, de les conserver, de les consigner? Parce que peu importe qu'on soit une collectionneuse de coquillages à temps perdu, un amateur non avoué de bouchons de bière ou qu'on collectionne avec ferveur des figurines bien particulières, on est tous et toutes fascinés par les objets qui composent notre monde. Et c'est souvent avec cette fascination-là que commence le désir de collectionner. Mais pour certaines personnes, c'est plutôt la nostalgie. C'est comme si le fait de collectionner leur permettait de préserver des souvenirs et de se reconnecter au passé. Pour d'autres, c'est plutôt la recherche de connaissances qui les pousse à collectionner. Ces personnes-là développent alors un champ d'expertise très approfondi sur un sujet en particulier. Ouh! Des paquets d'allumettes! J'adore! Je me demande si la personne qui les collectionne a aussi une collection de chandelles pour aller avec. Mais en fait, là, ce que je trouve fascinant de ce genre de collection-là, c'est que l'objet a toujours plus de valeur s'il n'est pas utilisé ou entamé. Ces allumettes-là sont consignées ici et ne seront jamais brûlées. C'est presque comme si elles changeaient de vocation. Elles passent de outils à pièces de collection. Elles sont vidées de leur utilité et elles gagnent en notoriété, en quelque sorte. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Et si on acceptait que, comme les allumettes, nos existences n'ont pas besoin d'être utiles pour avoir une valeur? Pensez-y, vous me reviendrez là-dessus. Entre-temps, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. La première console que j'ai eue, j'avais probablement 5 ans de mémoire, c'était 5-6 ans. C'est ma mère à l'époque qui m'avait acheté une vieille Nintendo là, de 1985 à l'époque. Ça lui dérangeait pas tant que ça nuisait pas aux études, etc. Mais mon père était plus côté sportif. Là. Mon père, c'était baseball, hockey, l'hiver. Ça finissait plus. Là. Il jouait même au pool. Là, puis c'était un grand sportif, autant de salon que dans la vraie vie. Il me disait toujours, ça te mènera nulle part, il faut que tu travailles, puis il faut que ce soit physique, t'es un homme, fait que c'est ça. C'était beaucoup patriarcal, c'était beaucoup manuel, c'était sportif, manuel, patriarcal. Un homme, ça fait du travail manuel, c'est pas fait pour réfléchir, puis aller dans un univers là, fantastique, là, ou peu importe. Là. Aujourd'hui, je pense pas qu'ils m'en veulent là, de ce que je suis devenu avec ce que j'ai. On va dire ça comme ça. Là. Mon nom est Daniel Charlebois, je suis propriétaire du Le Gryffondor, qui est une boutique spécialisée dans les jeux vidéo et articles connexes du monde fantastique. Et aussi, je suis un très grand collectionneur. Aujourd'hui, je suis 100% bilingue, autant dans le parler que dans le écrit, lecture, peu importe. Et c'est 100% à cause des jeux vidéo. Je te confirme que oui, le genre de jeu que je jouais, ça nécessitait un apprentissage anglophone. À l'époque, les jeux français, il n'y en avait pas. Là, on sortait le petit dictionnaire anglais-français, on s'assoyait, let's go, on feuilletait ça. Là, je suis dans mon sous-sol, en fait. Là, on est dans mon antre, comme on dit, dans ma man cave. Mon endroit de prédilection le soir quand tout le monde dort. C'est pas mal ça. J'ai dépassé le cap du 6 000. Là. On est peut-être même plus proche entre le 6 et le 10 000 de jeux vidéo. Mais ça, c'est sans compter. Je collectionne des mangas, je collectionne des figurines. À chaque fois que je me dis que j'ai acheté mon dernier jeu, je reviens à la maison, je n'ai 22. C'est surtout dans les Collector Edition qu'on va trouver les choses les plus inusitées. Il y a des copies qu'on appelle Collector Edition, qui coûtent plus cher, bien entendu, à l'achat, mais qui risquent de prendre beaucoup plus de valeur au fil du temps. C'est des Sega 3D Glasses. Bon, 1987.
Et oui, le 3D existait en 1987. Bon, c'est sûr que c'est pas le 3D d'aujourd'hui, là, on va se le dire. Mais à l'époque, il était possible de jouer à certains jeux de Sega Master System avec des lunettes. Je vous garantis qu'aujourd'hui, vous allez avoir mal à la tête un peu à jouer à ça parce que c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas un casque de réalité virtuelle, on va se le dire. Mon commerce, ça s'appelle le Griffon d'Or. Déjà, en partant, le nom, ça attire dans le fantastique, là. On sait qu'avec un nom comme le Griffon d'Or, on vend pas des souffleuses. C'est très rare, là. Puis le Griffon, ben, c'est ma créature mythique préférée dans les jeux vidéo, en fait, là. Une anecdote cocasse, un client qui rentre, il arrive, il y a un cartable de cartes Pokémon. Il dit « J'aimerais ça le vendre, j'ai la collection complète du set. » Fait qu'on lui fait un offre, parfait, c'est exactement ce que je veux. On lui donne ses sous, il signe la feuille avec son nom en bas. Je pense 24 heures après, un téléphone sonne à la boutique, puis on a une dame qui me demande si on n'a pas reçu un lot de cartes Pokémon. Elle commence à m'expliquer qu'elle s'est fait voler des cartes chez elle, blablabla. Puis j'ai dit, écoute, envoie-moi la police, puis on va regarder ça ensemble. Et là, ben, pendant qu'on est en magasin, avec la police et la dame en train de remplir la déclaration et tout, le voleur en question textait la dame pour l'inviter à souper une fin de semaine parce qu'il avait réussi à se trouver de l'argent. C'était de toute beauté. On va s'en rappeler longtemps, là, c'était vraiment drôle. Même le policier trouvait ça très, très drôle. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Est-ce qu'un jour, je pensais que j'allais avoir un magasin, que j'allais en vivre? Peut-être pas à ce point-là, mais j'ai jamais arrêté. J'ai toujours persévéré dans ce domaine-là. Moi, les kids qui rentrent, pour moi, c'est un moment à chaque fois, l'émerveillement dans leurs yeux. Moi, je me revois à cet âge-là. Je n'avais pas de ça, des magasins comme ça. Je l'ai jamais vu comme un excès, je veux dire. Il y a des gens qui mettent leur argent dans le golf, il y en a qui mettent leur argent dans des trucs qu'on dira pas. Je veux dire, pour moi, ben, ma drogue, c'est les jeux, c'est cet univers-là qui me fascine, qui m'a toujours fasciné. J'achète rien que je ne jouerais pas. Tout ce que j'ai ici, j'ai l'intention d'y jouer. Peut-être pas dans une vie, mais écoute, mon fils prendra la relève, ça sera ça. Il va avoir 2 ans. Puis ma fille, elle a 8 mois. Fait que, écoute, c'est une relève éventuelle, peut-être, ou pas. Disons que s'ils veulent jouer à des jeux vidéo, ben, ils auront du choix, on va dire ça comme ça. Je devais avoir environ 5 ans. J'écoutais les suites pour violoncelle seul de Bach avec mon père. Je m'en souviens, mon père pratiquait tous les soirs, puis on s'endormait toujours sur Schubert, sur Bach, on l'entendait tous les soirs. Donc, c'était comme seconde nature. Pour nous, c'était ça. J'ai fait un voyage dans l'Ouest américain, dans les canyons. On a été 3 semaines à visiter les canyons. Ça, c'était... T'as le soleil du matin qui se lève. Les petits lézards commencent à s'échauffer. On bouge plus, on regarde. Le guide autochtone qui était là a sorti sa flûte. Il y avait une réverbération à cet endroit-là, vraiment incroyable. Donc j'ai écouté ça avec grande attention. Puis là, j'avais déjà entendu ces instruments-là, mais je ne connaissais pas vraiment. Je me suis mis immédiatement, là, pendant le voyage, à chercher des endroits où il y avait des instruments professionnels, parce qu'il y a plusieurs boutiques, c'est pour les touristes, et là, les instruments sont pas vraiment de bonne qualité, mais j'ai fini par mettre la main sur un instrument de qualité professionnelle. Et là, j'ai commencé à étudier ça, à regarder ça dans l'histoire, d'où ça vient. Ça fait quand même près de 2000 ans que ça existe, au moins, là. Mon nom, c'est Jean-Thomas Roy. J'habite cette île depuis 1975. Je suis multi-instrumentiste, je joue du violoncelle, du piano, je chante. Et j'ai une magnifique collection de 25 belles flûtes Navarro. Je joue de ça presque à tous les soirs avant d'aller me coucher. Ça me calme. Ma fille, quand elle vient ici, elle veut toujours « Hey, papa, joue-moi avant d'aller me coucher. » là. Elle a 33 ans, ma fille, et elle me demande encore « Papa, joue-moi de la flûte, je m'en vais me coucher. » Comme moi, je m'endormais sur le violon de mon père, ben elle s'endormait sur le violoncelle de son père aussi quand elle était petite. Là.
Moi, ce qui me fascine, c'est les essences de bois par rapport au son. Les résonances par rapport aux différents bois. J'ai des flûtes qui sont en bubinga, qui sont en ébène, qui sont en bois de poirier, en cèdre de Port Orford en Oregon. Port Orford, c'est l'endroit le plus à l'ouest des Amériques. Il y a une sorte de cèdre qui pousse juste dans cette région-là. Il y a une odeur, ce cèdre-là, vraiment magnifique. L'artisan qui me l'a fait n'a pas mis de vernis dessus, mais il m'a mis juste une couche de cire d'abeille pour laisser passer l'odeur. Quand je suis devenu plus connaissant là-dedans, j'ai commencé à contacter des facteurs d'instruments pour me faire des instruments. J'ai un artisan en Nouvelle-Zélande, un au Nouveau-Mexique et un en Belgique. J'ai un artisan canadien aussi qui m'en a fait 2. C'est le seul que je connais qui en fait. Un autochtone de London, en Ontario, près de London. J'ai un aigle en ivoire de mammouth. J'ai des loups sculptés par un artisan en Alaska. J'ai des instruments très fancy, on va dire, de facture très fancy, puis d'autres beaucoup rough en genévrier de l'Alabama. Ça coûte environ 100 $. Mais celle en ébène, avec l'aigle en ivoire de mammouth, elle m'a coûté substantiellement plus cher, beaucoup de fois plus cher. Et pourquoi? Parce que mon artisan au Nouveau-Mexique, qui fait ma flûte, lui, il a payé une fortune pour avoir de l'ébène du Gabon. Quand je l'ai contacté pour me faire ça, je disais hey, « T'as de l'ébène? » Il dit « Oh, j'ai 2 beaux morceaux d'ébène. » Il dit « Je suis obligé de te charger comme le double parce que ça m'arrive souvent de faire éclater le bois quand je perce. Parce que percer en longueur, puis les flûtes sont quand même 24-28 pouces de long. Donc, il dit, c'est très difficile à faire. Puis moi, si j'en brise une, j'arrive pas. J'ai 2 belles petites filles de 10 ans puis 8 ans. Quand ils viennent ici, ben moi, je suis pas du genre à dire « Non, touchez pas, ça va briser. » Moi, je lui donne « Ah ouais, tout, amusez-vous. » Ils jouent tout avec les flûtes puis tout ça. Là, puis j'essaie de lui montrer un peu. Là, au bout de la faire, après ça, ben là, non, on va essayer de faire des notes. Là. Je les collectionne pas pour les collectionner. Je les collectionne pour l'individualité de chaque instrument. Je dis, ah oui, celle-là en bubinga va bien sonner pour cette chose-là. Celle en ébène va sonner bien pour cette chose-là. Celle-là en cèdre, ah oui, celle-là en cèdre, en ré mineur. Tout ce que j'espère, c'est que ça puisse tomber dans des mains de gens qui ne font pas juste les regarder. C'est très beau à regarder, là. C'est des beaux instruments. Mais un instrument qui ne joue pas, pour moi, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que vous êtes une collectionneuse? Des décorations de Noël. Ah, OK. Ça, vous n'êtes pas capable de les jeter, là? Non, pas du tout. J'ai de la monnaie, c'est pas de la monnaie, c'est du papier, là, de l'argent de 1937 que j'ai eu sur un travail que j'avais fait. Le client me payait avec de l'argent de cette année-là. J'ai collectionné longtemps des vitres polies, là, les petites vitres sur la plage. Ah là. oui. Ça, j'avais un gros bac là, rempli chez moi, que j'ai encore d'ailleurs, mais là c'est fini. Mais là, maintenant que je travaille à la garderie, j'en collectionne un peu avec les enfants. Là. Oui. Puis vous, Caroline, est-ce que vous collectionnez par hasard les enfants au CPE? J'en ai suffisamment à ma maison, mais je travaille tout de même avec eux. Je les collectionne pas encore. C'est un bel autobus. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, la majorité des villages ont été bâtis autour des magasins généraux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour avoir le droit d'avoir une église dans un village, ça prenait au moins 100 habitants. La majorité des petits villages de région comme ici, comme à Saint-Pierre-de-la-Rive-du-Sud, ont été bâtis autour des petits magasins généraux. Ils vendaient à peu près n'importe quoi, du bonbon à scène au clou à livre, en passant par les liqueurs, les chips, ces choses-là. Puis ça fait partie de mes beaux souvenirs d'enfance. Moi, j'ai été élevé sur une île, on avait un magasin général juste à côté de chez nous, puis je me souviens de mes souvenirs de petit gars, pas tellement grand. On allait chercher nos liqueurs à Saint-Saëns, nos chips à 10 cents. Je me suis toujours dit, j'aimerais tellement ça que les jeunes d'aujourd'hui vivent la même expérience que ça. Je m'appelle Marc Hervé, propriétaire du magasin Les Arpents Verts. Un gars bien simple, natif de l'île aux Coudes, déménagé dans la région de Chaudière-Appalaches il y a à peu près une trentaine d'années. J'ai tombé en amour avec la place, tombé en amour avec une dame dans la place aussi. Ça aide toujours un peu. Fait que c'est suite à ça qu'on a décollé notre petit magasin général et qu'on fait profiter la communauté.
D'abord, j'ai été élevé à l'île aux Coudres. À l'île aux Coudres, on s'en cachera pas, on a été élevé comme une génération derrière. Ma mère, quand je suis venu au monde, elle avait 25 ans. Elle a vécu à la lampe à l'huile jusqu'à l'âge de 24. On n'était pas une famille aisée. Notre première télévision, 12 pouces noir et blanc, on écoutait une game de hockey, puis on savait qui avait compté selon l'expression du commentateur, parce qu'on voyait pas la rondelle du tout, là. Quand la COVID est arrivée, on s'est mis à se tourner les pouces. J'ai dit à ma conjointe, est-ce que t'es, comme on dit en anglais, willing pour me donner un coup de main? On se bâtit un petit magasin chez nous. Ici, on est dans un petit village où il n'y a pratiquement plus rien. Les jeunes sont presque tout partis. Les commerces sont presque tout partis. Même l'épicerie du village est fermée. Il n'y a presque plus rien dans le village. Fait que j'ai dit, ça va redonner un petit peu à la communauté. D'abord, on a un petit peu de tout. Dans mes objets de collection, c'est des choses qui sont pour moi des coups de cœur. J'achète un moule à chapeau dans une vente de succession. Il y a une personne qui m'écrit. Il dit, Monsieur Harvey, j'habite à Stoneham. Il dit, vous avez mon moule à chapeau. Je me suis fait voler mon moule à chapeau il y a 30 ans. Le monsieur me donne les détails un peu, puis il y a des inscriptions dessus. Fait que le monsieur est venu ici au magasin voir son moule à chapeau que lui confectionnait des chapeaux de fourrure dessus. Le monsieur a pris sa retraite depuis l'époque, il avait une certaine âge. On s'est photographié avec le moule à chapeau dans ses mains. C'était vraiment une super de belle histoire. C'est des choses qui font dire que dans la vie, tout finit par nous revenir à un moment donné. J'ai une autre histoire relative à ça. Un train en bois. Je vais avec ma conjointe dans le sud. On est chez un antiquaire. Le train, il est magnifique. Prix hors de mon budget. Je me dis, c'est dommage, je peux pas me le permettre. Je reviens ici au Québec, 1 an et demi plus tard. Je regarde une annonce sur Internet. Je vois un train en bois similaire. Je demande au monsieur comment est-ce qu'il vend. Il vendait vraiment un prix très abordable. Je dis, je vous l'achète tout de suite. J'arrive chez le monsieur, j'y demande, parce que je demande toujours l'histoire de l'objet. Ah, j'ai acheté ça sur un antiquaire dans le sud. Le train avait parcouru les États-Unis au complet, le Canada au complet, pour me revenir dans les mains quelques années plus tard. Ça, pour moi, c'est des belles histoires de magasins, là. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui sont collectionneurs. Il y en a qui, on arrive chez eux, là, les plaques d'auto partout dans le garage, là. J'ai un monsieur qui m'a montré des photos dernièrement. Lui, il a tout décoré son garage à l'ancienne. Autrement dit, l'intérieur de son garage, 1950. Ça, pour moi, là, c'est extraordinaire. On a toujours entendu parler de « on jasait sur le perron de l'église ». Mais pour beaucoup de gens, aller au village à l'époque, c'était aller aussi faire les commissions. Fait que les gens allaient aussi au magasin général. Un moment donné, il est arrivé un dimanche matin, 6 ou 7 personnes assez âgées, on dirait dans les 70-80, qui se sont toutes envenues à mon magasin, sans se le dire, après la messe du dimanche, puis sont venus jaser dans mon magasin. Puis là, ils se rappelaient les bons souvenirs de l'époque. Moi, là, je suis allé les voir, puis je leur ai dit, vous venez de me faire le plus beau cadeau que quelqu'un peut pas me faire. Les gens m'ont regardé pourquoi. Vous venez de donner un âme à mon magasin. Vous venez de raconter toutes vos belles histoires d'antan dans ce qui va redonner l'âme à mon magasin. Sur ma pierre tombale, je dirais que les gens pourraient écrire que j'étais fou un peu. Fou de tout. Fou d'histoire. Fou de notre patrimoine. Quand les gens rentrent, là, ils vivent la petite expérience. « Hey, on mangeait ça chez mon grand-père. Hey, il y avait ça chez ma grand-mère. » Ça leur rappelle des souvenirs, puis ils deviennent amoureux de ces souvenirs-là, ce qui fait que ça préserve notre patrimoine. Que ce soit des meubles, que ce soit des bijoux, de la monnaie, ça fait partie de notre histoire. Fait que ça vaut la peine de dire « OK, les collectionneurs sont pas là pour rien. »